Parfait. Ben là, vous avez peut-être entendu Recording in Progress, donc la présentation va être enregistrée. Les questions vont être à la fin, puis la période de questions ne sera pas enregistrée. Fait que comment on va procéder? On va s'introduire, on va laisser les participants, ben, Laura, notre intervenante, les participants s'introduire par la suite. On va avoir une petite activité brise-glace. Laura va présenter, puis on va procéder tout de suite avec les questions pour sa présentation parce qu'elle doit quitter à 15 heures sharp, fait qu'on va pas déborder. Puis ensuite, on va pouvoir parler un peu de comment lancer les projets en souveraineté alimentaire puis des opportunités de financement dont nous, on est au courant. Donc, les participants, ben, en tout cas, là, on ne vous a pas mis en sourdine parce qu'on est très peu, fait que tout le monde peut parler, mais bien vouloir pas interrompre la présentation, s'il vous plaît. Gardez les questions pour la fin. Fait que ça va être via le clavardage. Si vous êtes dans un endroit où vous pouvez pas ouvrir votre micro ou via l'icône lever la main. Fait que je pense que tout le monde ici sait comment utiliser Zoom là, depuis quelques années. Fait que si vous avez des questions, par contre, n'hésitez pas à écrire directement à Fiona, ma collègue, dans le clavardage, puis elle va pouvoir vous assister avec ça. Donc, c'est ça, les outils du webinaire, on les connaît quand même assez bien. Même si on est tous et toutes en ligne aujourd'hui, je vais quand même faire une petite reconnaissance territoriale. Donc, je pense que la plupart, si c'est pas la totalité d'entre nous, se trouvent sur des territoires autochtones non cédés. Pour ma part, je suis sur le territoire qui est gardé par la nation Mohawk, donc les terres comme les eaux. Donc, je suis à Tiohtià:ke, qui est aussi connu sous le nom de Montréal. Puis c'est aussi historiquement un lieu de rencontre de plusieurs Premières Nations. Fait que je veux juste reconnaître ça. Ensuite, les autres. Donc, je vais commencer par me présenter, puis ensuite, je vais laisser ma collègue Fiona aller de l'avant. Donc, je m'appelle Mathilde Butler, je suis planificatrice en évaluation d'impact pour Odonatera. C'est tout récent, ça fait comme 6 mois que je suis avec eux. Pour ceux et celles qui ne savent pas, Odonatera, c'est une très petite firme de consultants qui soutient le développement et la mise en œuvre de stratégies environnementales communautaires. On travaille principalement avec les Premières Nations, surtout au Québec puis en Ontario, mais on travaille parfois avec des municipalités et autres organisations. Puis les services qu'on offre, en fait, c'est vraiment une grande variété. Par exemple, un soutien qui est peut-être plus ponctuel dans des évaluations d'impact. On aide à la planification territoriale, à la planification communautaire globale, pour faire des plans de consultation, etc. Donc, ça dépend vraiment des besoins des communautés. Puis, plus récemment, surtout grâce à Fiona, en fait, qui va se présenter après, mais on se dirige de plus en plus vers des services aussi qui soutiennent la souveraineté alimentaire. On a débuté déjà un projet en Iyuchi avec une communauté. Fait que c'est un peu dans ce cadre-là qu'on voulait organiser le webinaire aujourd'hui puis pour voir un peu qu'est-ce qui se fait, notamment à travers la province du Québec, mais aussi en Ontario hier, vu qu'on a host le webinaire en anglais. Fait que c'est pas mal ça. Je vais laisser Fiona s'introduire. Merci Mathilde. Euh, donc, la première chose que je veux dire, c'est que mon français n'est pas le meilleur. J'ai pas assez de opportunités de pratiquer, donc, mais je vais me débrouiller. Donc, je me soigne aujourd'hui du territoire de Omamiwenawag, les Algonquins, dans la région de Ottawa ou Ottawa. Et je suis la modératrice aujourd'hui, donc si vous avez des questions, comme Mathilde avait dit, vous pouvez demander dans le chat et je vais essayer de répondre. Et quelque chose à propos de moi, donc je suis la planificatrice en environnement et en consultation à Odonatera. Euh, je vais recevoir mon certificat de sécurité alimentaire dans 2 mois ou un mois et à l'Université métropolitaine de Toronto. Et l'inspiration pour faire ça, c'était que, comme Mathilde avait parlé un peu de ça, c'est que dans le travail que on fait dans notre compagnie, euh, dans tous les cadres, il y avait beaucoup toujours intérêt euh, avec
les personnes avec les communautés avec qui on travaille, de avoir plus d'opportunités de travailler sur les projets de sécurité alimentaire. Donc, on a commencé de le incorporer dans notre travail parce que c'est aussi, il y a beaucoup de liens dans notre travail déjà, parce qu'on regarde beaucoup sur les impacts des communautés pour la santé, l'environnement et la sécurité alimentaire fait partie de ça. Donc, c'est ça. J'ai aussi le certificat de dessin de permaculture. Donc, c'est quelque chose euh, que j'aime faire beaucoup, les dessins aussi. Euh, et oui, et Mathilde avait déjà parlé un peu de notre compagnie. Euh, Moi, je travaille aussi beaucoup sur l'évaluation des impacts dirigés par les peuples autochtones. Donc, c'est vraiment toujours, on essaie de euh, aider les communautés de diriger leurs projets propres. Donc, c'est pas nous qui dirigeons, nous aidons. Donc, c'est ça, c'est moi et je suis tellement content que vous êtes ici et que je peux être aussi ici pour joindre. Et oui, merci. Merci Fiona. Je vais laisser notre intervenante aujourd'hui, Laura, se présenter. J'ai mis plusieurs de ses accomplissements sur la diapo, mais t'entendre de vive voix, ça va être super. Donc, vas-y. Oui, bonjour à tous. Je vais me présenter, même si la grande majorité des gens ici me connaissent. Ce sera peut-être pour des gens en différé. Donc, je vais commencer aussi par souligner que je me joins aujourd'hui de ce qu'on appelle la Ville de Québec, au lieu de rencontre du territoire Nio-Wentio, du territoire du Dakina, du territoire du Nitassinan et du territoire Wallastoquk. Donc, je suis analyste juridique à l'Institut de développement durable des Premières Nations Québec-Labrador depuis 2020 dans l'équipe des consultations. Puis, mon poste à l'IDD m'a donné l'opportunité de siéger sur la table en sécurité alimentaire des Premières Nations Inuit. Ce que je vous présente aujourd'hui est donc largement vient en fait de ce poste sur la table. Puis, je suis aussi en parallèle étudiante au doctorat en droit à l'Université Laval et ma thèse porte sur l'autodétermination inuite à travers la construction des systèmes alimentaires durables, le Nunavik, puis propose justement une analyse juridique des implications pour la sécurité et la souveraineté alimentaire. Merci. Merci à toi, Laura. Comme on n'a que quatre, ce qui me semble participantes, c'est pour ça que je les ai toutes assigné le statut de panéliste. Donc, l'idée était que tout le monde se présente de vive voix si vous êtes à l'aise, évidemment. Sinon, je vous invite à le faire dans le clavardage. Mais sinon, je pense que je commencerai avec la première personne que je vois là, dans la liste de participantes, c'est-à-dire Amélie, si tu veux te présenter, libre à toi. Elle a écrit que son son ne fonctionnait pas. Je ne sais pas si ça a marché. Ah, Ah, elle a quitté. Fait que peut-être qu'elle a essayé de se reconnecter. euh, non, dans le fond, c'est que j'ai comme invité tout le monde à se joindre comme panéliste, mais je sais pas si c'est parce qu'il faut accepter l'invitation pour faire ça, mais Vous m'entendez maintenant? oui, on t'entend. Ok, super. Parce que je voyais pas, il y avait une place que ça disait mute me ou on mute. Ben écoutez, moi, je fais partie aussi des employés de DDD PMQL. Ça fait pas très longtemps. J'ai commencé, ça fait 6-7 mois là, au début de l'année comme agent de projet en conservation. Donc, j'assure un soutien pour les chargés de projet en conservation marine principalement, puis aussi sur certains projets en biodiversité.
J'habite actuellement à la Côte-Nord, mais je suis aussi de la nation Innu de Uashat Maklukuta. Donc voilà, enchantée tout le monde. Super. Merci Amélie, enchantée. Je peux laisser Andisha, par parent, se présenter. Oui, donc je suis responsable d'affaires communautaires à Wendake. Donc, je suis pas mal là. Super, allô. Ben là, les deux autres personnes, je sais qu'on se connaît, mais je vais vous inviter à vous présenter quand même. Fait que, ben, Mélissa, tu peux y aller. Oui, bonjour, Mélissa, employée du DDPNQL aussi, le analyste politique pour le secteur consultation. Puis, je vous parle aujourd'hui depuis Lévis, là, dans la grande région de Québec. Merci. Puis, ben, finalement, Flavie, je vais te laisser y aller. Ah, nous sommes dans une salle. OK. Ben, c'est comme tu le sens, Flavie, si tu préfères te présenter dans le clavardage, tu peux vraiment y aller comme ça. OK, super. Bon. Fait que je vais vous inviter à lire ce que Flavie a écrit, puis on va passer à la prochaine diapo. Euh, donc, l'activité brise-glace, je vais juste arrêter le partage un instant pour mettre la bonne diapositive. Voilà, donc l'activité brise-glace, c'est un petit Mentimeter. Ça va créer un nuage de mots. Donc, en fait, je vous invite à scanner le code QR ou à taper menti.com puis entrer le code qui est inscrit ici même en haut de l'écran. Puis la question va comme suit. Fait que signifie la souveraineté alimentaire pour vous? Juste y aller en quelques mots. Puis là, le principe du nuage de mots, c'est que s'il y a plusieurs fois la même réponse, ça va apparaître en plus gros caractères pour signifier que c'est une réponse populaire. Fait que c'est ça, je vous invite à prendre quelques petites secondes pour répondre. Donc, on a santé, aliments culturels, autonomie, autosuffisance, autodétermination. Et vous pouvez ajouter plusieurs mots aussi. Oui, exact, c'est vrai, ça se limite pas à un. Merci, Fiona. Sûr. Territoire, toutes des bonnes réponses. Puis c'est vrai que, ben, notamment, autodétermination, c'est un terme qu'on retrouve justement dans la thèse de Laura. Mais c'est vrai que c'est un moyen assez puissant par lequel ça passe. Droit. Accès et pratiques ancestrales, c'est vrai. Puis je pense qu'on va toucher à ça justement dans la présentation d'aujourd'hui, euh, à travers la différence là, entre souveraineté puis sécurité alimentaire. Bon, super. Mais merci tout le monde. On a une deuxième question. Donc, que souhaitez-vous retirer de ce webinaire? Ça peut être en quelques mots. Qu'est-ce que vous souhaitez apprendre? Pourquoi vous êtes inscrit ou autre? Des nouvelles connaissances, apprendre.
apprendre aussi. Des solutions puis des idées. Parfait, j'espère que ça va pouvoir être un canal pour ça. Bon. J'imagine qu'à peu près tout le monde a répondu, fait qu'on va mettre fin au Mentimeter. Euh, je vais arrêter le partage un instant. Je vais laisser Laura partager son écran pour finalement débuter avec sa présentation. Est-ce que tout le monde voit? Oui, super. Bon, ben, merci beaucoup. Ma présentation d'aujourd'hui porte sur la souveraineté et la sécurité alimentaire. Puis en fait, le but, c'était de répondre, de voir si c'est des concepts qui sont complémentaires, plutôt opposés. Donc, je vais vous ce que je vous propose pour répondre justement à cette question, c'est de venir définir les concepts de souveraineté et de sécurité alimentaire, puis de retracer un petit peu leur origine et leur développement plus récent, afin qu'on puisse ensuite analyser les points de divergence potentielle entre les approches qui sont centrées sur la sécurité alimentaire et celles qui sont basées sur la souveraineté alimentaire. Puis, je vais également présenter 4 initiatives de Premières Nations pour démontrer comment ces concepts s'appliquent dans des contextes concrets. Puis, finalement, proposer des pistes de réflexion sur la manière dont on pourrait concilier la souveraineté et la sécurité alimentaire. Laura, Oui, excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, merci. mais le son est un peu saccadé du côté de plusieurs participants. Puis pour moi aussi, je ne sais pas si c'est tes écouteurs ou si c'est peut-être le Wi-Fi, mais Le Wi-Fi semble être bon. Est-ce que si je suis plus proche, c'est mieux? Sinon, je vais y aller sans écouteurs. je ne sais pas si c'est possible d'essayer sans écouteurs. Ok, oui, parfait. Je vais essayer. Désolée s'il y a des bruits ambiants. Tu veux-tu réessayer de parler, voir? Oui, est-ce que vous m'entendez? Ça saccade encore pas mal, je ne sais pas c'est quoi. Non, Euh, mon Dieu, je suis vraiment désolée. Le Wi-Fi est bon. euh, je ne sais pas ce qu'on peut essayer d'autre. Ce que je dis qu'au niveau plus pratique, c'est vraiment dans le cadre justement de mon travail à l'UDD que je fais partie de la table sur la sécurité alimentaire des Premières Nations et des Inuits depuis 2021. La table, l'objectif, en fait, c'est de venir promouvoir dans les communautés l'engagement collectif autour de la sécurité alimentaire à travers l'économie sociale, la nutrition scolaire, les saines habitudes de vie, la lutte au changement climatique et l'alimentation traditionnelle. Puis il y a des personnes de chaque commission de la PNQL sur la table. C'est donc pas une initiative de l'IDD à proprement dit. Si on rentre dans le vif du sujet, là, avant de parler de sécurité alimentaire, ben, je dois parler d'insécurité alimentaire. D'après un rapport de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, il y a près d'un adulte sur 4 qui réside avec des enfants qui est en situation d'insécurité alimentaire dans les communautés des Premières Nations au Québec. Et la proportion de ménages vivant de l'insécurité alimentaire est encore plus grave dans les régions rurales et les régions qui ne sont pas accessibles par la route. En plus de l'éloignement, l'insécurité alimentaire peut aussi être attribuable à une pénurie de denrées alimentaires qui sont produites localement, à la faiblesse du pouvoir d'achat, à des problèmes de distribution, à un manque de compétences culinaires et de connaissances sur l'alimentation. Et dans le cas des Premières Nations inuites, la baisse de la consommation d'aliments traditionnels, entre autres causée par les changements climatiques, contribue également à l'insécurité alimentaire des familles. Les Premières Nations inuites au Québec portent le double fardeau de l'insécurité alimentaire et de maladies chroniques. L'alimentation des Premières Nations et des Inuits au Québec a subi d'importantes modifications en seulement quelques décennies.
Elle est passée d'une alimentation qui était basée sur des ressources naturelles locales à une alimentation mixte reposant exclusivement sur les produits vendus en commerce. Puis dans les communautés des Premières Nations qui sont non conventionnées, l'ensemble des communautés qui sont situées en régions éloignées ont accès à une épicerie qui, dans 75% des cas, est établie dans la communauté. La moitié des communautés a également accès à un magasin général. En région semi-isolée, toutes les communautés ont accès à une épicerie ainsi qu'à un magasin général, puis la moitié des épiceries sont situées dans les communautés. Quand on va en région isolée, maintenant, il y a seulement un magasin général présent dans toutes les communautés qui permet l'achat de produits alimentaires. Puis, les habitants de ces communautés dépendent uniquement de l'offre alimentaire qui est disponible chez ces détaillants pour s'approvisionner. On peut passer aux définitions de la souveraineté et de la sécurité. Je vais commencer par la sécurité alimentaire et je vous partage aujourd'hui la définition de la FAO, qui est donc la branche des Nations Unies par rapport à la nourriture et à l'agriculture. Ce que la FAO dit, c'est que la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. La sécurité alimentaire, on peut imaginer en fait comme un gros casse-tête avec plusieurs pièces cylindriques, puis traditionnellement le casse-tête avec 4 pièces. La première pièce est la disponibilité. C'est la pièce qui représente la quantité de nourriture qui est disponible. Imaginez que vos étagères dans votre épicerie locale sont toutes garnies. Si les rayons sont pleins, les gens peuvent y accéder. Ça dépend donc évidemment de plusieurs conditions comme les récoltes, la logistique derrière l'approvisionnement de l'épicerie et les échanges commerciaux. On sait par exemple qu'il n'y a pas d'avocats qui poussent au Canada. Deuxième pièce du casse-tête, l'accès. C'est la capacité des gens à pouvoir acheter ou obtenir cette nourriture. Ça dépend du revenu des familles, des prix dans les magasins et de la proximité de ces magasins. Par exemple, même si votre épicerie est pleine, si une famille n'a pas les moyens de payer cette épicerie ou que l'épicerie est trop loin, l'accès devient difficile. Troisième pièce du casse-tête, l'utilisation. C'est ce qu'on vient faire avec la nourriture qu'on trouve à l'épicerie. C'est pas seulement de la manger, mais c'est aussi comment on va la préparer et comment notre corps va l'absorber. Pour bien utiliser la nourriture, il faut avoir accès à une diversité d'aliments, savoir comment les cuisiner, puis avoir certaines connaissances en nutrition. Finalement, quatrième pièce du casse-tête, la stabilité. La stabilité, c'est la constance dans les 3 premières pièces. Ça veut dire qu'on veut la disponibilité, on veut de l'accès et on veut de l'utilisation qui ne soit pas seulement ponctuelle, mais qui soit aussi présente de manière continue dans le temps. En 2020, les experts de la FAO ont ajouté 2 nouvelles pièces au casse-tête. 5e pièce maintenant, la durabilité. C'est vraiment l'idée que notre système alimentaire doit nourrir les gens aujourd'hui sans épuiser les ressources pour les générations futures. Par exemple, on doit s'assurer que nos pratiques agricoles respectent l'environnement et que l'exploitation des ressources soit responsable. Finalement, 6e pièce du casse-tête, c'est l'agencéité qu'on peut traduire par le pouvoir d'agir. C'est comme donner les clés aux communautés pour qu'elles puissent décider elles-mêmes de ce qu'elles mangent, de ce qu'elles produisent et comment elles gèrent leur alimentation. Ça leur permet de pas simplement être des consommateurs passifs, mais aussi des acteurs qui influencent leur propre système alimentaire. Puis c'est cette dimension qui est venue ajouter une perspective plus culturelle dans la définition de la sécurité alimentaire. Tantôt, dans le Mentimeter, il y a quelqu'un qui a écrit autodétermination. Mais moi, quand je lis la définition de l'agencéité, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Donc, justement, c'est une des choses sur lesquelles je vais me pencher pendant mon doctorat, à voir les liens entre les deux. Puis, ça fait qu'aujourd'hui, quand on parle de sécurité alimentaire, on ne parle plus seulement d'avoir assez de nourriture ou d'y avoir accès, mais on parle aussi du fait de pouvoir faire des choix conscients, de pouvoir assurer la durabilité à long terme et de donner aux communautés les moyens d'agir. Maintenant, la souveraineté alimentaire, la Via Campesina la définit comme le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée,
produite avec des méthodes durables et le droit des peuples de définir leur propre système agricole et alimentaire. Cette approche dépasse donc la notion de sécurité alimentaire puisqu'elle revendique le pouvoir des communautés de prendre des décisions quant à leur propre système alimentaire. Ça reflète également une critique des systèmes alimentaires industriels qui favorisent souvent les intérêts des grandes entreprises au détriment des petits producteurs et des communautés locales. On le voit en ce moment, la situation avec les fermiers au Québec, c'est pas facile, puis la production locale est de moins en moins évidente, puis c'est vraiment ce que le mouvement de la souveraineté alimentaire tente de renverser. C'est donc un mouvement, la souveraineté alimentaire, qui est perçu comme une réaction au système alimentaire industriel mondialisé et qui s'oppose aux conceptions privatisées de la sécurité alimentaire. Ça promeut davantage une gouvernance alimentaire qui est décentralisée face aux impacts négatifs de la mondialisation comme l'expropriation des terres, la perte d'accès à une alimentation appropriée et les effets des politiques économiques globales. Il y a certaines voix du mouvement qui souhaiteraient une réglementation plus stricte, mais il y a également d'autres qui considèrent plutôt la souveraineté alimentaire comme un outil normatif pour venir contester les politiques néolibérales. On se pose donc une première fois la question, est-ce qu'ils sont complémentaires ou en opposition? La sécurité alimentaire, c'est un concept très central dans les débats académiques, mais c'est souvent perçu comme une approche qui est trop simpliste et qui vient négliger les spécificités culturelles des peuples autochtones et leur lien profond avec l'environnement. En revanche, la souveraineté alimentaire est plus adaptée pour aborder les défis alimentaires des Premières Nations. La souveraineté alimentaire privilégie le droit des peuples à définir leur propre système alimentaire et insiste sur le contrôle local et la gestion durable des ressources naturelles, des aspects qui sont vraiment cruciaux pour les Premières Nations dont les pratiques alimentaires traditionnelles sont étroitement liées à leur écosystème. L'organisme Inuit Sirivik, qui est basé à Inukjuak au Nunavik, que j'ai eu la chance de visiter au mois de mai dernier, a choisi de remplacer dans toute leur littérature, donc tous les rapports qu'ils soumettent au gouvernement, tout ce qui est sur leur site Internet, le terme sécurité alimentaire par souveraineté alimentaire. Ça vient souligner ici la nécessité d'une approche qui est plus ancrée dans les réalités locales. Puis le changement de terminologie reflète aussi l'importance d'une gestion autonome des ressources et d'une approche qui intègre des dimensions culturelles, environnementales et identitaires. En offrant une réponse qui est plus complète aux besoins alimentaires qui sont enracinés dans la culture et la tradition des communautés, la souveraineté alimentaire devient un concept clé pour élaborer des politiques et des lois qui sont plus justes et inclusives, mieux à même de répondre aux défis alimentaires des Premières Nations. On va passer maintenant à un bref contexte historique pour mieux comprendre comment ces deux concepts se sont développés. Premièrement, la souveraineté alimentaire, c'est un concept qui est politique, puis qui a été développé pour la première fois lors du sommet de l'alimentation à Rome en 1996 et principalement développé par le mouvement paysan mondial, la Via Campesina, dont je vous ai donné justement la définition. C'est un mouvement qui rassemble des travailleurs agricoles, des paysans, des organisations paysannes et des peuples autochtones. Le concept de souveraineté alimentaire est articulé autour de 6 piliers qui ont été définis lors du forum de Niéléni au Mali en 2007. Je vous ai présenté, lorsque je vous ai défini la sécurité alimentaire, les 6 pièces du casse-tête. Bien là, on peut imaginer justement les 6 pièces de la souveraineté alimentaire. Le premier pilier, c'est de venir nourrir les populations. Le deuxième, valoriser les producteurs. Le troisième, localiser les systèmes alimentaires. Quatrième, encourager le contrôle local. Cinquième, développer les connaissances et les compétences. Et le sixième et dernier, travailler en harmonie avec la nature. Ces piliers montrent l'importance de l'autonomie locale, de la préservation des savoirs traditionnels et de l'harmonie avec l'environnement. D'un point de vue international maintenant, la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, plus connue sous le nom de UNDRA, a été adoptée en 2018. Ça représente l'instrument juridique le plus proche de la reconnaissance formelle de la souveraineté alimentaire en droit international.
C'est une déclaration qui soutient explicitement le droit des paysans à un accès à la terre et à la souveraineté sur leur système alimentaire. Il est par contre important de noter que le Canada n'a pas signé cette déclaration, ce qui freine quand même son application concrète de ces principes dans le cadre juridique canadien. Le Canada a défendu sa position en soulevant des inquiétudes sur la redondance de certaines protections prévues par l'UNDROP, en arguant que des instruments internationaux déjà existants, comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, offraient déjà des protections suffisantes pour les droits liés à la nourriture, à la terre et à l'agriculture. La complexité de la gestion des droits fonciers ainsi que le potentiel conflit entre la protection des droits des agriculteurs et ceux des grandes entreprises agricoles a également été un facteur dans la position canadienne. Je pense que ça pourrait ouvrir un débat super intéressant, justement, quand on part du principe que la souveraineté alimentaire, le mouvement a émergé pour répondre un peu à des critiques de ce que le Canada défend dans sa position. Puis, si on regarde au niveau fédéral au Canada, le plan d'action pour la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui a été publié en 2023, à la suite de l'adoption par le gouvernement fédéral en 2021 de la loi sur la Déclaration des Nations unies, inclut certaines mesures qui sont pertinentes à notre question de complémentarité ou d'opposition et mentionne spécifiquement la souveraineté alimentaire dans le contexte plus large de l'autodétermination des peuples autochtones. Parmi les mesures les plus significatives, il y a la mesure 87 qui soutient explicitement la sécurité alimentaire, la souveraineté et la durabilité des peuples autochtones par le biais de financements qui sont dédiés et d'autres programmes de soutien. Cette mesure encourage également la promotion de la recherche axée sur l'alimentation afin de mieux comprendre l'intersection entre sécurité alimentaire, souveraineté et durabilité. Puis quant à la sécurité alimentaire, on a vu l'évolution du concept dans sa définition, mais il existe vraiment des centaines de définitions dans la littérature. Celle de la FAO, c'est celle qui est le plus utilisée. Je pense personnellement que le débat, autant au niveau international que local, va vraiment prendre un tournant vers des systèmes alimentaires durables et la souveraineté alimentaire. Je vous présente maintenant cette initiative. Je commence par vous dire qu'en novembre 2021, la Table sur la sécurité alimentaire des Premières Nations Inuit a organisé un forum virtuel qui s'appelait « Nourrir nos communautés, forum sur la sécurité alimentaire des Premières Nations Inuit ». On a eu plus de 300 personnes qui ont participé au forum, puisque les participants nous ont dit qu'ils souhaitaient avoir de l'information et des connaissances sur les solutions en autonomie alimentaire, sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. Découlant de ce forum, on a vraiment appris une tonne d'initiatives inspirantes que j'aurais pu vous présenter aujourd'hui, qui sont toutes en soi des manières pour les communautés de reprendre en main leur souveraineté alimentaire après s'être fait imposer une alimentation dépendante des systèmes alimentaires traditionnels. C'était pas facile pour moi de faire une représentation géographique. Donc, j'ai essayé de choisir vraiment 4 différentes initiatives. Puis, si ça vous intéresse d'en entendre plus, ben, on va avoir un prochain forum qui va avoir lieu en février prochain. La première initiative que je souhaitais vous présenter, c'est la stratégie en sécurité alimentaire de l'Inuit Tapiri Anatami. Ils ont développé une stratégie nationale en sécurité alimentaire des Inuits qui vise à répondre aux graves défis en matière de sécurité alimentaire auxquels les communautés inuites font face. Puis, la stratégie repose sur plusieurs axes principaux, notamment l'Inuit Tapiri Kanatami travaille en collaboration avec les communautés pour comprendre leurs besoins spécifiques en matière de sécurité alimentaire en intégrant les perspectives locales dans la prise de décision. La stratégie vise aussi à garantir un approvisionnement stable en aliments traditionnels comme le caribou, le poisson, tout en améliorant l'accès à des aliments industriels qui sont abordables et de qualité. L'accent de la stratégie est aussi mis sur la préservation et la promotion des pratiques alimentaires traditionnelles, en veillant à ce que la chasse, la pêche et la cueillette puissent se poursuivre de manière durable. Et la stratégie a un plan de mise en œuvre qui est rattaché. Puis ce plan s'efforce de promouvoir des infrastructures durables, de l'éducation nutritionnelle, des politiques publiques pour s'attaquer aux causes profondes
de l'insécurité alimentaire, notamment l'éloignement des communautés, les coûts élevés des denrées et les impacts du changement climatique. Puis finalement, l'Inuit Tapiri Kanatami joue un rôle de porte-parole pour faire pression sur le gouvernement canadien afin qu'il mette en place des politiques adaptées aux besoins des communautés inuites en matière de sécurité alimentaire, tout en insistant sur le respect des droits fonciers et culturels des Inuits. La stratégie met donc vraiment en lumière l'importance de la souveraineté alimentaire pour les Inuits et constitue un modèle pour les politiques futures, en veillant à ce que les solutions proposées soient ancrées dans les savoirs locaux et respectueux des traditions. Deuxième initiative, la réserve alimentaire communautaire d'Unamen Chipou. L'objectif de cette réserve alimentaire, c'est d'offrir un dépannage alimentaire aux membres de la communauté en situation d'insécurité alimentaire accrue et de créer une réserve alimentaire locale en cas de problématique d'approvisionnement durant les mois d'hiver. C'est un projet qui a vraiment permis d'impliquer plusieurs membres de la communauté. Ils ont réussi à récolter 11 000 kilos d'articles qu'ils entreposent dans l'aréna d'Unamen Chipou. C'est une localité de la basse Côte-Nord qui est donc hors du réseau routier. Puis, la réserve locale sert vraiment à faire des réserves pour l'hiver. C'est un projet qui a bénéficié d'un financement de services aux Autochtones Canada. Pendant la saison navigable, donc qui prend fin sous peu, il y a le navire, le Bella Dégagné, qui assure le transport des marchandises en Basse-Côte-Nord pour les commerçants et les résidents qui peuvent donc s'approvisionner dans les grands centres de la région avec ce système de livraison maritime. Puis, le chef d'Unamen Chipou, il a vraiment réalisé à quel point l'approvisionnement pour sa communauté était vulnérable quand il y a eu un bris mécanique du Bella Dégagné. La troisième initiative, c'est l'Ustigouche. Il y a un plan, oui, de souveraineté alimentaire maintenant. Depuis toujours, les Micmacs, ils pratiquent la pêche, la chasse, la cueillette. Et leur croyance spirituelle, pour eux, c'était que le Créateur leur fournirait tout ce dont ils auraient besoin. Dans les années 1900, il n'y avait aucune terre qui était vacante ou inutilisée à l'Ustigouche. Ils avaient des champs de pommes de terre, des jardins potagers, ils faisaient pousser des céréales, il y avait du bétail. Mais dans les années 1950, l'agriculture de subsistance est en déclin. Les fermes de loisirs et les exploitations agricoles sont quand même restées. Puis, c'est face à cette situation que l'Ustigouche a voulu reprendre en main. Et en 2021, il y a un plan de souveraineté alimentaire qui a émergé qui vise à ajouter une serre, une zone de stockage, de transformation des aliments. Et maintenant, il distribue à la Banque alimentaire de la communauté, à la popote roulante, aux membres de la communauté. Ils ont un groupe Facebook sur le jardinage dans la communauté où il y a un partage d'échanges avec les membres. Il y a aussi un groupe de jeunes qui s'occupe de la distribution des graines. Et l'objectif à long terme, ce serait d'avoir une serre à l'année, d'avoir de l'énergie verte, donc des panneaux solaires, des chaudières à biomasse, des pratiques de permaculture, des paniers alimentaires communautaires, d'avoir la culture de médicaments aussi, des programmes éducatifs et des événements communautaires. Et ils aimeraient aussi envisager des sources de revenus provenant des graines, des semis, des thés et des services de jardinage. Finalement, le projet de serre communautaire de Chisasibi, c'est en mars 2018 que le projet a été présenté et a reçu l'appui du chef et du conseil de la Nation Cri. L'organisation du projet s'articule en fait autour d'une volonté de remodeler la façon dont les membres de la communauté apprennent, travaillent et coexistent afin d'amorcer un changement pour le bien de la communauté. La serre entend améliorer la qualité de vie au sein de la communauté en élaborant des programmes et des stratégies qui visent à répondre aux besoins et aux problèmes de la communauté en s'associant à des organisations et à d'autres intervenants influents pour co-diriger le mouvement. Et la serre aussi ont créé un organisme à but non lucratif dont la mission, c'est de promouvoir l'autonomie et de créer un cadre de référence pour guider autant la recherche, l'éducation et l'action pour jeter les bases d'une gestion durable des systèmes de production et d'une conception durable de l'alimentation, de l'eau et de l'énergie verte, tout en combinant l'innovation avec les connaissances et l'expertise IU dans le respect et au profit de la Nation Cri. Le projet de serre communautaire de Chisasibi, c'est vraiment une initiative d'économie sociale qui représente une occasion unique de produire des connaissances locales sur la production maraîchère en serre et de promouvoir une alimentation saine dans la communauté.
Ils visent aussi à créer des emplois permanents à temps plein, puis à renforcer l'expertise dans les systèmes alimentaires du Nord, tout en améliorant la sécurité et la souveraineté alimentaire de la nation Cri, de Chitasibie et d'Iwiti. On est déjà à notre conclusion. En conclusion, la sécurité et la souveraineté alimentaire ne sont pas en opposition, mais sont plutôt, quant à moi, complémentaires dans la quête d'un avenir durable. La sécurité alimentaire, elle, se concentre principalement sur l'accès et la disponibilité des aliments. La souveraineté alimentaire, elle va plus loin en intégrant des dimensions cruciales comme l'autodétermination, la gestion des ressources et le respect des traditions culturelles des peuples autochtones. Les économies traditionnelles autochtones qui sont basées sur la chasse, la pêche, la cueillette montrent bien que l'accès aux aliments traditionnels est intimement lié à la gestion des ressources naturelles. Mais malgré les initiatives de cogestion, les Premières Nations et les Inuits sont encore trop souvent laissés en marge des décisions qui affectent leur territoire. La souveraineté alimentaire, en se concentrant sur l'autonomie des peuples autochtones et la réappropriation de leur système alimentaire, apparaît donc comme une réponse qui est durable aux défis globaux actuels, que ce soit en matière de justice sociale, de résilience climatique ou de préservation des écosystèmes. Bien qu'il y ait des obstacles, notamment juridiques, qui freinent l'application de la souveraineté alimentaire, la reconnaissance des droits fonciers et de la DNUDPA, c'est vraiment une étape incontournable. Et en allant de l'avant, il va être essentiel de renforcer les engagements concrets en s'appuyant sur la résilience et le savoir-faire des communautés autochtones pour bâtir des systèmes alimentaires plus justes, inclusifs et écologiquement viables. La souveraineté alimentaire représente non seulement un outil puissant de décolonisation, mais c'est aussi une voie vers un avenir où la sécurité alimentaire est assurée pour tous dans le respect des droits et des traditions des peuples autochtones. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère sincèrement que ça n'a pas été trop rocailleux et que c'était fluide. Donc, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Laura, pour la présentation. Je vais peser sur pause sur l'enregistrement. Ok. Donc, un peu de manière complémentaire à la présentation de Laura, un contexte que Fiona et moi, pas un contexte, pardon, un terme, un concept que Fiona et moi, on voulait aborder cet après-midi, c'est ce qui a trait au Bioregional Appropriateness. J'ai cherché une traduction pour le mot, ça me donnait pertinence biorégionale. En tout cas, les traductions n'étaient pas accurate selon moi, donc j'ai décidé de laisser le terme en anglais puis d'expliquer un peu ce qu'on entend par là. Quand on parle de bioregional appropriateness, c'est vraiment l'importance de prendre en compte tout ce qui est le contexte, les particularités régionales, c'est-à-dire de ne pas appliquer ce qu'on entend par sécurité alimentaire dans une région à une autre région. Puis on a une petite activité en ce sens-là qui va nous permettre de comprendre un peu mieux ce qu'on entend par là. Puis aussi comment on peut appliquer notre vision un peu, la vision très occidentale de qu'est-ce qu'un aliment qui est dit nutritif, puis l'appliquer à la grandeur du pays, alors que pour d'autres régions, justement, cet aliment-là va être difficilement accessible, il va être cher, il sera pas du tout local, etc. Fait que c'est vraiment ça qu'on entend par bioregional appropriateness. Donc, on a un petit poll qui va se décoller sur Zoom, fait que je vais pouvoir le lancer. Je vous invite à répondre. On a deux questions en lien avec le contenu nutritif de certains aliments. Une petite seconde. Est-ce que vous voyez le poll? Puis est-ce que tout le monde peut y répondre? Bizarrement, on dirait que je peux pas sélectionner de réponse. Je le vois, mais c'est marqué Host and panelists cannot vote.
Ah, c'est ça, hein? Hein? Un petit instant, je vais essayer de rebouger les participants qui sont panélistes en tant que attendees, comme ça, vous allez pouvoir... Et quand Mathilde va le faire, vous allez perdre l'option de parler juste pour quelques instants, comme ça. C'est un peu étrange que pour le webinaire, c'est ça la seule façon pour le faire, mais après l'activité, on va vous remettre dans le panel, donc comme ça, vous pouvez parler après. Ah, Normalement, Mathilde, hier, je l'ai fait dans la liste panéliste et il y a comme les 3 points, like the 3 dots, et après, il y a une option là-bas. Change to participant ou quelque chose comme ça. ah, oui. Because I can only click on change panelist appearance, and it seems like I can't change to participants. Oh, change role to attendee. Perfect. Sorry. Got it. OK. Pardon pour ça. Est-ce que tout le monde voit encore le poll? OK, parfait. Ah. Je vois qu'il y a des réponses. Super. OK. Parfait. Donc, je pense que tout le monde a répondu. Je vais faire... Ben, je vais terminer le poll, puis on va voir les réponses. Je vais laisser Fiona expliquer un peu plus les réponses dans ce sens-là. OK. Donc, la majorité des personnes a dit, OK, les myrtilles pour numéro 1 avec le vitamine C, myrtilles, cloudberries et les œufs de poisson. Donc, la propre réponse était les myrtilles avec 95 mg de vitamine C. Et après, c'était une orange moyenne. Et après, les œufs de poisson. Et à la fin, c'était le jus de légumes avec seulement 35 mg. Donc, c'est juste que, encore, c'est un peu un exercice pour vraiment réfléchir qu'est-ce qu'on a appris dans l'école qui est plus où on apprend comme une côté des choses. Comme pour moi, par exemple, j'ai grandi toujours avec l'image que l'orange, c'est ça où comme je vais avoir tout le vitamine C, mais il y a beaucoup d'autres options dans les régions différentes. OK, donc la deuxième question, c'était l'aliment avec le plus de vitamine A et la propre réponse était le foie de caribou. Et c'était vraiment comme oui, il y a beaucoup, beaucoup plus de vitamine A que beaucoup des autres aliments. Et après, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est parce que, encore pour moi, je suis grandie avec comme pensant que les carottes ont beaucoup de vitamine A et
quand même, il y a beaucoup de vitamine A dans les carottes, mais pas le même montant que beaucoup d'autres choses. Et même les patates douces ont plus de vitamine A, même quand ils sont cuites. Donc, oui, c'est juste intéressant de le savoir, de le voir. Et aussi, si on réfléchit aussi de les régions différentes, par exemple, dans les régions arctiques, à Nunavut et les autres régions, pour beaucoup de temps dans l'année, il n'y a pas beaucoup de soleil, donc le vitamine D, et il n'y a pas beaucoup de vitamine D qui vient du soleil, mais beaucoup des aliments euh, animaux qui font partie de la tradition là-bas, ils ont beaucoup de vitamine D aussi, donc similaire que l'exercice qu'on a fait maintenant. Donc, là-bas, ça fait de sens de manger choses spécifiques de la région dans le sens que les vitamines qui peut-être sont pas dans le soleil ou les autres endroits sont dans la nourriture là-bas. Donc, ouais. C'est juste, oui, c'est ça l'exercice. Un autre, juste parce que maintenant on a un peu de temps, donc je vais juste réfléchir aussi de un autre exemple. J'ai vécu. J'étais stationnée au Sénégal pour 2 ans pour le travail. Et là-bas, il y a beaucoup de régions de désert. Et il y a les arbres de baobab qui sont vraiment... Et on a beaucoup là-bas. Dans les parties de désert où il n'y a pas vraiment d'autres choses. Et ce que c'est intéressant, c'est que les fruits de baobab trouvent tous les nutriments qui vont te aider à absorber mieux de l'eau et aussi beaucoup d'autres vitamines qu'on ne peut pas trouver dans une région de désert. Mais les racines sont vraiment profondes, donc ils peuvent vraiment trouver les nutriments vraiment profonds de la terre et comme ça, les nutriments sont trouvables même dans le désert. Donc, ouais, c'est un autre exemple. Et ça, c'est tout pour, pour l'exercice. Pour le sujet du bioregional appropriateness. Merci. Oui, je ne sais pas si peut-être une autre personne ici a des autres exemples, si vous voulez partager. Bon, OK. Ben, on va continuer. Merci beaucoup, Fiona, pour l'exemple plus tiré de ton expérience personnelle, puis pour les explications aussi sur les aliments qu'on retrouve là, particulièrement dans les régions nordiques. Euh, bon, ben là, c'est ça, ça parle un peu, c'est un peu ce qu'on a relaté là, en lien avec les niveaux de nutriments dans les différents aliments. Donc, prochaine étape, fait qu'est-ce qu'on pensait, ben en fait, c'était quoi notre vision à Ordonatera en décidant de débuter cette série-là de webinaires. Puis parce que oui, c'est une série, c'est le premier de plusieurs. C'est pour ça qu'on voulait d'abord faire un peu la distinction entre sécurité puis souveraineté alimentaire. Puis il va y avoir d'autres sessions sur d'autres sujets dans le futur. Euh, bon, là, je suis consciente que la plupart des participantes, c'est des personnes de l'LDD-PNQL, fait que peut-être que ça s'applique un peu moins. Euh, mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont dans l'étape où c'est un sujet qui est très important. Ils sont dans des lieux il y a un haut niveau d'insécurité alimentaire. Mais comment venir pallier à ça, puis comment lancer un projet, en fait, on va discuter un peu de ça. Fait que je peux laisser Fiona discuter un peu des prochaines étapes, puis comment s'impliquer au niveau de la sécurité et souveraineté alimentaire.
Oui, donc peut-être vous connaissez ça déjà ou sûrement vous avez déjà eu la même expérience. C'est juste que comme avec beaucoup de projets, c'est vraiment difficile de commencer. Et on a vraiment trouvé ça avec les projets de sécurité alimentaire parce que beaucoup de fonds qui existent sont pas vraiment clairs ou ils sont trop compliqués. Et on avait beaucoup de... euh, c'était difficile de le naviguer. Donc, il y avait les instants où on a aidé les communautés de faire les applications. Et beaucoup de fois, c'est dans vraiment un contexte euh, Western context. Donc, beaucoup de fois, euh, les fonds sont vraiment basés sur production et après, est-ce que on va avoir le financement à la fin? Est-ce que c'est durable comme dans la économie locale? C'est vraiment basé sur les idées monétaires. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Beaucoup de fois, on a vraiment comme vu que pour les communautés, c'est vraiment important de grandir la connaissance de la nourriture dans leur contexte et qu'il y a beaucoup de savoir où la communauté a peur qu'on va perdre le savoir et on veut vraiment mettre beaucoup de énergie dans euh, sauver la connaissance qui est déjà là. Beaucoup et je m'excuse vraiment, je me débrouille maintenant avec le français. Like the elders, ils portent beaucoup de la connaissance et juste mon but est d'expliquer que naviguer les objectifs et les priorités de la communauté, des communautés sont parfois, parce qu'ils sont parfois différents que les opportunités de financement. Donc, naviguer ça est difficile parfois. Mais il y a beaucoup d'opportunités de le faire et on avait les derniers mois, on avait beaucoup de bonne communication avec les personnes dans le gouvernement qui veulent aussi travailler avec les Autochtones pour le améliorer. Donc, c'est vraiment un but pour nous de faire les liens entre les deux parce que il y avait encore parfois pas la compréhension entre les deux buts. Donc, oui. Euh, pour les 4 étapes que vous voyez, oui, c'est vraiment important toujours de planifier le projet en avance et c'est une autre chose qu'on a vu quand on fait les applications. La chose la plus importante est de vraiment avoir un plan qui est vraiment comme on a mis beaucoup de temps dans le plan parce que si tu prends ton temps, comme les plus détails sont dans l'application le plus the more likely euh, que tu vas le gagner. Mais c'est ça. Aussi, le contexte est vraiment important que la communauté
explique les objectifs et les priorités et que c'est vraiment géré par la communauté, mais aussi planifié par la communauté parce que, encore, comme on a déjà dit, le contexte est différent chaque fois. Il n'y a aucun projet qui va être le même dans une communauté et l'autre. Et oui, donc c'est ça, comme Odonatera aide avec les choses comme ça pour aider avec la planification. Et après, la communauté, dans la étape 4, la communauté a les tools, les utiles, Les outils, ouais. les outils pour l'action, pour utiliser le plan de vraiment comme faire leur projet. Donc, j'espère que ça a fait un peu de sens, je sais pas, mais aussi, je sais pas comme le contexte pour les personnes qui sont ici et qui sont en train de, comme, oui, nous joindre. Qu'est-ce que c'est le contexte pour vous? Je ne sais pas, peut-être on peut aussi parler un peu de ça. Quelles sont votre expérience avec sécurité alimentaire? Euh, on a aussi une grande liste d'opportunités de financement que Lisa, qui travaille avec Keepers of the Circle, elle a partagé ça avec nous hier, donc on peut aussi le partager. Mais je pense maintenant, oui, ça serait vraiment bien de parler tout le monde ensemble. Euh, et juste avant qu'on le fait, ici aussi un peu plus d'informations des types de financement, juste aussi encore que beaucoup de financements ont un nom différent. Donc, on a vu, il y a beaucoup de financements qui sont dans le cadre de la santé ou infrastructure ou entrepreneuriat. Ils portent pas toujours le nom de sécurité alimentaire. Donc, parfois, c'est un peu plus difficile de le trouver. Mais il y a beaucoup qui existent. Donc, c'est ça. On a hâte de partager les liens si ça peut aider quelqu'un. Donc, oui, c'est ça. Merci, Fiona. Je vais arrêter le partage. Puis je vais pause le recording aussi.